la présentation de Lorraine Minsat, excusez-moi, de l'URD-ABI AgroParisTech et de l'UMR-CNRS, ICMR, de l'URCA, présentation intitulée « La florétine, source d'inspiration pour le développement analogue bioactif ». Puis après, je vous laisse le nom du projet. Merci voilà. Pour cette présentation. J'espère que vous m'entendez bien et que vous Très voyez bien. mon diapo. Merci. Merci déjà aux organisateurs de ces journées de me permettre de présenter une partie de mes travaux de recherche de thèse, puisque je suis doctorante en 2e année, donc en codirection entre l'URD-ABI et l'ICMR. Et je vais vous présenter mes résultats sur le développement d'analogues de florétine. Donc, pour vous présenter brièvement les 2 unités dans lesquelles je travaille. Donc, d'une part, l'URD-ABI est basé sur la bioraffinerie de Paumac-le-Bazancourt et est une unité de recherche et de développement d'AgroParisTech transdisciplinaire qui est spécialisée dans la production de molécules à forte valeur ajoutée à partir d'agro-ressources et de coproduits industriels et particulièrement spécialisée dans les composés phénoliques. D'autre part, l'ICMR est basé sur le campus de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et est une unité mixte de recherche associée au CNRS. Je travaille dans l'équipe qui est spécialisée dans le fractionnement et la purification de composés naturels tels que les flavonoïdes et la caractérisation et l'élucidation structurale. Donc, grâce aux compétences de ces 2 unités et dans le cadre du projet européen Agri-Waste Value, je vais travailler sur la valorisation des coproduits de la taille des vignes, des pommiers et des poiriers, puisqu'ils sont connus pour être une source importante de composés phénoliques. Donc, pour vous parler un peu du contexte du projet Agri-Waste Value, donc, il est né après plusieurs constats. Le premier, c'est l'identification de biomasses à fort potentiel qui sont non valorisées dans le nord-est de l'Europe, avec des quantités significatives. Ce projet vise les secteurs particulièrement de la cosmétique et de la nutraceutique, puisque le 11e constat, c'est que le marché cosmétique est estimé à 72 milliards d'euros dans l'Europe, et tandis que le marché des compléments alimentaires est lui estimé à plus de 10 milliards d'euros. Que ce sont des marchés caractérisés par une croissance significative et une forte demande des consommateurs pour un retour à des produits naturels et locaux. Et donc, dans ce contexte, le projet vise à… ce projet rassemble 9 partenaires européens qui vont travailler ensemble afin de valoriser les coproduits, donc comme je vous l'ai dit, de la taille des vignes, des poiriers et des pommiers dans une économie circulaire afin de limiter l'impact environnemental et viser le zéro déchet. Donc, la première étape de cette chaîne de valorisation va être l'extraction de biomolécules pour produire des extraits enrichis en ingrédients bioactifs. Ces extraits vont ensuite peuvent être modifiés chimiquement ou enzymatiquement afin de moduler leurs propriétés biologiques et de potentiellement les améliorer. Donc, si vous souhaitez un peu plus de détails sur ce projet, je vous laisse aller consulter la page d'information que vous pouvez scanner en scannant le QR code. Et donc, ces étapes préliminaires d'extraction ont permis d'identifier une molécule très intéressante qui est la florétine dans le bois de pommier. Donc, la florétine, c'est une dihydrochalcone composée de 2 cycles phénoliques, donc notés A et B, et substituée par des groupements hydroxyles en position 2', 4, 4' et 6'. Donc, comme je vous l'ai dit, on la retrouve majoritairement dans le bois de pommier, mais en faible quantité, et on le retrouve également dans la pomme, et notamment dans la peau et la pulpe à hauteur de quelques dizaines de milligrammes jusqu'à une centaine de milligrammes par kilogramme. Donc, du fait de cette structure, la florétine possède des activités biologiques très intéressantes, et notamment des activités antioxydantes, anti-âge, antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Et pour ces activités, elle est déjà utilisée dans les cosmétiques. Donc, ce qui signifie qu'elle va être soumise à des brevets. Et donc, pour pallier à ces limitations qui sont la faible quantité dans la biomasse ainsi que les brevets, nous sommes particulièrement intéressés à la synthèse d'analogues de florétine. Donc, en s'inspirant de la structure de la florétine,
via une condensation de Claisen-Schmitt entre des aldéhydes et des cétones biosourcés. On a d'abord réalisé une série de chalcones qu'on a ensuite hydrogénées sur palladium de charbon pour produire des dihydrochalcones tels que la fluorétine. Donc, ces travaux ont fait l'objet d'une première publication qui est sortie en début d'année. Et donc, voilà. Donc, en parallèle de ça, on a aussi appliqué cette synthèse à la fluorétine et donc en partant de l'acétone et de l'aldéhyde correspondant pour former la naringénine chalcone, puis ensuite qui aurait pu être hydrogénée sur palladium, encore une fois, pour former la fluorétine. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte que dans nos conditions opératoires, la naringénine chalcone allait réagir sur elle-même pour former la naringénine, et que pour former la fluorétine, finalement, il allait y avoir des étapes de protection et de déprotection nécessaires, ce qui n'est pas forcément en accord avec les principes de la chimie verte, et donc ce n'était pas notre souhait, ce qui nous a conforté dans notre choix de nous tourner plutôt vers des analogues, d'autant plus qu'en synthétisant donc une bibliothèque de 24 analogues, 12 chalcones et 12 dihydrochalcones, on a un panel de structures qui vont amener à des activités différentes. Donc, notamment, on a testé les activités de ces différentes molécules. Dans un premier temps, on a testé l'activité antioxydante via un test de TPPH en utilisant les références BHA et BHT, comme Cédric a pu le mentionner précédemment. Donc, la première chose qu'on peut observer, c'est que la fluorétine présente donc bien une activité antioxydante intéressante, plus intéressante notamment que le BHT. Et concernant les molécules synthétisées, donc 3 chalcones vont présenter des activités plus intéressantes que la fluorétine et également que les références, à savoir les composés A3, A4 et A8. Et concernant les dihydrochalcones, donc les 3 dihydrochalcones finalement correspondantes vont également présenter des activités plus intéressantes. En étudiant un peu les structures de ces composés, on s'est rendu compte que finalement, l'activité antioxydante était due à un groupement catéchol sur le cycle A qui est bien connu déjà. Nous avons ensuite testé l'activité antipigmentante de ces composés via un test d'inhibition de la tyrosinase en comparant nos résultats à l'acide kojique qui est la référence de ce test. Donc déjà, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, dans nos conditions de test, la fluorétine n'a pas montré d'activité d'inhibition de la tyrosinase. Ensuite, 4 chalcones se sont révélées plus intéressantes que l'acide kojique. L'étude de leur structure n'a pas révélé de corrélation entre la structure et l'activité finalement. Tandis que concernant les dihydrochalcones, donc seulement 3 dihydrochalcones ont montré une activité, les autres n'ont même pas montré d'activité. Et 2 de ces dihydrochalcones se sont révélées plus intéressantes que l'acide kojique. Et encore une fois, en étudiant leur structure, on s'est rendu compte d'un potentiel rôle, d'un groupement guaiacol sur le cycle B, cette fois-ci, pour l'activité inhibitrice de la tyrosinase. Donc finalement, la synthèse de ces analogues s'est révélée intéressante puisque 5 composés parmi les 24 se sont révélés plus intéressants que la fluorétine elle-même et également que les références des tests utilisés. L'idée ensuite, c'est de viser le secteur de la cosmétique et donc de modifier une nouvelle fois ces composés pour augmenter par exemple leur hydrosolubilité ou d'autres propriétés. Et pour cela, nous avons continué à nous inspirer de la nature et notamment de la fluorescine, qui est le glycoside le plus connu de la fluorétine et qui lui aussi est retrouvé dans le bois de pommier puisque c'est le composé phénolique majoritaire du bois de pommier. On peut le retrouver jusqu'à 20 grammes par kilogramme dans les branches, les racines, les écorces ou encore les feuilles. Donc, cette molécule possède également des activités antioxydantes, antimicrobiennes, anti-inflammatoires et également une activité d'inhibition du transporteur de glucose, ce qui fait qu'elle va également être utilisée dans des cosmétiques, bien qu'elle tend à disparaître au profit de molécules plus actives, mais elle est encore aujourd'hui soumise à des brevets, que ce soit pour son extraction ou pour son utilisation. Donc finalement, une fois encore, on s'est tourné vers la synthèse d'analogues de la fluorescine en réalisant une glycosylation enzymatique sur les composés précédemment synthétisés.
Donc, on s'est particulièrement utilisé la haute glycosylation puisqu'elle a lieu sur des résidus hydroxylés tels que les polyphénols et tels que nos molécules. Donc, cette réaction va également nous permettre d'augmenter la solubilité de nos composés, ce qui est intéressant puisque si on vise le domaine de la cosmétique et des formulations. Donc, on utilise une enzyme qui est une cyclodextrine glucanotransférase et qui a une spécificité, c'est de produire finalement des glycosides de type alpha, contrairement aux composés naturels, généralement de type bêta, au niveau donc, de l'addition du glucose. Et donc, on va potentiellement apporter des propriétés différentes à nos molécules. Et notamment, il a été montré que des glycosides alpha avaient un pouvoir tensioactif accru par rapport à des glycosides bêta. L'idée ensuite, ça va être de caractériser, de purifier tous les glycosides formés finalement. Donc pour cela, on a mis au point une stratégie de purification et de caractérisation. C'est qu'à partir de l'extrait glycosylé, on va injecter donc, cet extrait dans une chromatographie de partage centrifuge pour réaliser un premier fractionnement et obtenir des fractions enrichies en glycosides. Ces fractions enrichies vont être ensuite injectées dans un système HPLC, ce qui va nous permettre de séparer chaque glycoside au sein de ces fractions enrichies. Ensuite, grâce à un système SPE, nous allons piéger chacun de ces pics dans des cartouches qui, après séchage, vont être désorbés grâce à un solvant deutéré et vont être, donc finalement, chaque pic va être analysé en RMN. Donc, on va obtenir un profil RMN pour chacun des pics des fractions enrichies, ce qui va nous permettre donc de déterminer la structure du glycoside, de chaque glycoside formé. L'idée ensuite, donc, on a appliqué toute cette stratégie à nos molécules. Donc, on a commencé par glycosyler les molécules les plus simples finalement que l'on avait synthétisées, à savoir la 4,4-dihydroxydichalcone et la 4,4'-dihydroxydihydrochalcone. Il y a une petite erreur sur mon diapo, désolée. Puisque ces deux molécules ne présentent seulement que 2 sites de glycosylation possibles, ce qui va faciliter leur étude finalement, et également elles vont nous permettre d'évaluer l'influence de la double liaison présente sur la chalcone. Ensuite, nous avons décidé de transposer cette méthode sur une molécule bioactive, la molécule la plus active finalement en rapport avec nos tests biologiques que je vous ai présenté juste avant. Et donc, une fois tout ce procédé appliqué, l'idée par la suite sera d'évaluer chacun des glycosides obtenus pour ces différents composés pour valider donc, toute cette méthodologie et vérifier l'utilité en quelque sorte de la glycosylation et l'intérêt de toute cette méthode. Donc, une fois le procédé validé, ce que nous chercherons à faire, c'est de transposer ce procédé sur de nombreuses molécules naturelles et sur finalement des extraits bruts, puisque dans le cadre du projet AgriWaste Value, c'est de valoriser les extraits obtenus à partir des biomasses qui sont les coproduits de la taille des vignes, je le répète, des poiriers et des pommiers, puisque dans cette biomasse, il existe de nombreux composés phénoliques qui présentent des groupements hydroxydes qui peuvent être glycosylés. Donc finalement, pour conclure, dans le cadre de ma première année de thèse, nous avons réalisé la synthèse de 24 analogues de fluorétine, dont 5 composés se sont montrés intéressants avec des propriétés biologiques plus actives que la fluorétine elle-même et également que les produits commerciaux actuellement utilisés sur le marché. Nous avons mis en place, donc c'est en cours bien sûr, la glycosylation enzymatique sur ces composés pour produire des analogues de fluorescine et ainsi obtenir des molécules avec de nouvelles propriétés.
Et pour la suite, ce que nous comptons mettre en place, donc comme je vous l'ai dit, et c'est déjà en cours, ce sera la caractérisation des glycosides obtenus et l'évaluation de leurs propriétés biologiques. Et également donc, de transposer toute cette méthodologie sur des extraits bruts naturels obtenus à partir des biomasses donc, dans le cadre du projet AgriWaste Value pour moduler finalement les propriétés des composés de ces extraits bruts et donc également ce qui nous permettrait de contourner les brevets existants déjà existants sur ces composés. Donc merci de votre attention et encore une fois merci à l'organisation de m'avoir permis aujourd'hui parmi tous ces chercheurs confirmés en tant que jeune doctorante de présenter mes travaux de recherche. Merci beaucoup, Lorraine. 15 minutes, pile poil dans les temps. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi. Alors, de la part de Florence, donc, quelle est la régiosélectivité de la glycosyltation? Attention, je suis économiste, je ne suis pas dans votre domaine forcément. Avez-vous une idée de RDT de glycosylation? Ne formule pas des oligosaccharides. Excuse-moi, je préfère que tu reprennes la main parce que là… Félicitations pour cette présentation. Oui, sur le fait d'utiliser AGTase, est-ce que vous avez des idées quand vous avez plusieurs hydroxyles phénoliques sur une certaine régiosélectivité? Effectivement, donc, la caractérisation est en cours, mais les premiers résultats que nous avons obtenus semblent montrer une glycosylation régiosélective plus importante, du moins sur le cycle B. Donc, on va obtenir effectivement donc, des oligosaccharides. On a pu jusqu'à présent identifier jusqu'à la formation de triglycosides. Et en ce qui concerne par contre le rendement, en fait, on utilise une enzyme qui a plusieurs activités, donc il va y avoir une compétitivité dans le milieu de ces différentes activités. Et donc, effectivement, pour l'instant, les rendements de glycosylation ne sont pas forcément très bons. Je pense qu'on est aux alentours de 30%, mais donc, on arrive quand même à obtenir des composés en quantité suffisante pour pouvoir, pour l'instant, les caractériser et les identifier. D'accord. Et vous introduisez, comme c'est une GTase, votre substrat pour donner la glycosylation, vous utilisez directement une cyclodextrine Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on va tirer parti également de la propriété de la cyclodextrine à encapsuler nos composés, puisqu'on est sur des chalcones et des dihydrochalcones qui ne sont pas forcément très solubles dans les milieux aqueux. Et finalement, on va tirer parti de cet avantage qu'a la cyclodextrine d'encapsuler ces composés, qui va aussi nous permettre finalement de les rendre légèrement plus solubles, enfin solubles du moins, dans le milieu, ce qui va faciliter la réaction de glycosylation. D'accord. Et vous n'avez pas trop d'autoglycosylation, c'est-à-dire du glucose sur lui-même? Alors ça, on n'a pas vérifié. On a vu en fait finalement la formation donc puisque elle va hydrolyser. Donc nous on utilise une bêta-cyclodextrine dans ces travaux et on a vu la formation d'alpha-cyclodextrine notamment et également de gamma-cyclodextrine. Et on connaît, on sait que les activités sont concurrentes. Mais après, oui, on imagine forcément que certains glucoses peuvent être reglycosylés entre eux. Mais ça, on ne l'a pas vérifié. D'accord. Non, mais c'est un très joli travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Il y a Cédric qui veut poser une question. Alors Cédric, tu peux écrire dans le chat ou si on ne se bouscule pas, allez, prends la parole. Allez, c'est l'exception. C'était pas une question, c'était juste des clap-clap de félicitations. Ah d'accord, il vaut mieux le dire d'10 voix, c'est sympa aussi. Merci. Eh bien, pas d'autres questions? Bon, écoutez, n'hésitez pas à contacter Lorraine si besoin. Lorraine, si vous avez des articles, le diaporama disponible, n'hésitez pas à le partager aussi dans le chat. Oui, d'accord. N'hésitez pas. Merci Très bien. beaucoup. Ok, merci Lorraine.